Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'une nouveauté sortie ce mercredi en salle chez nous en France, à savoir La Couleur Pourpre version 2024, adaptée donc du roman de base d'Alice Walker et qui est une lecture cinématographique de la comédie musicale du même titre qui a été lancée à Broadway en 2005. Bon là vous allez me dire, mais c'est aussi un remake du film de Spielberg sorti en 85. Oui et non, mais un petit peu oui. On peut pas le nier puisqu'il est à la production ici en compagnie de Oprah Winfrey et Quincy Jones, qui étaient dans l'œuvre filmique de base, que ce soit la composition musicale pour Quincy Jones et dans un des rôles pour Oprah Winfrey. Donc voilà. Et au casting, j'ai oublié quand même le réalisateur, ce n'est pas Spielberg, c'est le Ghanéen Blitz Bazawule, qui est aussi un artiste musical et qui s'est lancé dans le cinéma il y a quelques années, c'est pas son premier nom. Et donc, pour interpréter les différents personnages, qui sont les mêmes que celui du film de 85, hein, si vous avez celui-ci en tête, nous avons pas mal d'artistes qui aussi ont été dans la comédie musicale des années 2000, à savoir Fantasia Barrino, par exemple, qui joue le rôle principal, celui de Celie, sa sœur Nettie, qu'on voit moins, hein, si vous connaissez l'intrigue, est jouée par Ciara. Et nous avons Taraji P. Henson, Daniel Brooks, que vous avez peut-être vu dans la série Orange is the New Black, Colman Domingo, qui a fait pas mal de séries aussi, qui est nommé aux prochains Oscars pour meilleur acteur, mais dans un autre film, je crois qu'il n'est pas sorti en France. C'est aussi la présence de Corey Hawkins, beaucoup d'acteurs, actrices de séries, ou de comédies musicales, de toute façon, ou d'artistes musicaux. John Baptiste aussi, qui apparaît vite fait. Et donc, oui, c'est une version un peu plus extravagante sur le papier que celle de Spielberg, puisque ça chante. Voilà, il y a beaucoup de morceaux. On est dans l'archétype même de ces grands moments de Broadway, maintes et diverses versions, tout ça, qui ont été mises sur grand écran, et ça remonte loin, loin, loin dans l'histoire d'Hollywood. L'histoire, quand même, sur le papier, est dramatique, hein, très importante aussi là-dessus, sur l'aspect émancipation féminine dans un contexte très, très, très compliqué. On va suivre Celie et Nettie, qui sont deux sœurs, hein, au début, qui vont être séparées, je simplifie, hein, voilà. L'une va partir en Afrique, et l'autre va subir les affres d'un mari violent, et avoir du mal à se libérer de cela, va peut-être être inspiré par d'autres de ses amis qui vont devenir amis, en tout cas durant l'œuvre, à savoir la chanteuse Shug Avery, ou encore Sophia, voilà, qui a du répondant et tout, même si celle-ci va aussi pas mal souffrir dans le film. Et donc il va se passer beaucoup de choses sur plusieurs années, plusieurs décennies, hein, le temps passe, et à un moment on se demande si Celie et Nettie, séparés donc très jeunes, vont se retrouver, hein. Et on va surtout se concentrer sur les relations que Celie va avoir au-delà de ce mariage forcé, etc., etc. Et puis, donc, quelques moments secondaires, notamment avec le fils du mari de Celie, là, Harpo, qui va essayer de ne pas trop être dans les pas de son père, mais quand même, etc. Et le drame de Sophia, qui est quand même un des personnages les plus importants, qui était interprété par Oprah Winfrey dans la première version, et qui ici est brillamment joué par Daniel Brooks, qui, je le dis d'ailleurs d'emblée, n'usurpe pas sa nomination, elle, pour meilleure actrice second rôle. Bon, est-ce que j'ai apprécié le film? Ben, c'est un moment de cinéma, comédie musicale. Vraiment, aucune surprise là-dessus. C'est-à-dire que si vous êtes client de ce genre-là, si vous cherchez donc ce show, ce spectacle absolu, mis donc ici en salles obscures, vous allez adorer. Après, je me dis que c'est exactement le genre de choses qui passerait mieux pour moi, hein, sur scène, et que niveau cinématographique, ça a ses limites. Cependant, alors là, on ne peut pas du tout nier que le metteur en scène, donc Blitz Bazawule, a beaucoup de talent pour la narration visuelle. C'est de l'extravagance de mise en scène, c'est formel, mais c'est très bien, hein, la façon de gérer les ellipses, même si c'est bizarre par moment, surtout de mêler ce qu'on voit dans la réalité, le prolongement imaginaire dans la fiction. Quand on lit une lettre, par exemple, on s'imagine, c'est lui qui voit Nettie dans sa tête par rapport à une lettre, ce qu'elle vit en Afrique. Le jeu avec le temps aussi, à travers des photos, on se plonge comme ça, pouf, pouf, puisque Celie a besoin de fantasmer des choses pour pouvoir survivre dans ce monde, c'est quand même compliqué. C'est très bien, voilà. Les décors qui sont un peu très propres, hein, quand même. On sent pas tout le temps la grande misère de l'endroit.
Mais bon, c'est parce qu'il y a le décor derrière pour planter le décor des chorégraphies et des chansons. Ça, c'est sûr. On ne peut pas là-dessus, voilà. Et après, on a les poncifs habituels. Hein. Le plan divin, moment zénital vers la fin, quand il y a la rédemption d'un personnage, avec la pluie qui tombe. Vous avez vraiment toutes les techniques qui font que on comprend les messages, les symboles. En fait, c'est très guidé. Tu peux pas chercher de la subtilité, tu peux pas trop faire travailler ton esprit. On te donne tout ce que tu connais par rapport donc à des moments visuels, métaphores, allégories, là-dessus. Voilà. C'est, j'allais dire, quelque part paresseux, parce qu'on est dans des codes qui sont éculés, mais c'est bien également. Voilà. Mais évidemment, quand on cherche une œuvre de cinéma peut-être profonde et qui joue un peu plus sur la complexité de certaines choses, non, c'est pas ça qu'il faut aller voir. Mais c'est pas ce que je cherchais non plus. Donc j'ai passé un bon moment devant ce remake, enfin cette relecture. Par rapport au Spielberg, j'ai pas envie de faire de comparaison, c'est pas le style de Spielberg ici, même s'il y a des jeux de transition qui pourraient être Spielbergiens, mais autrement ici. Disons que dans le propos, ici on édulcore moins une relation entre deux femmes, par exemple. J'en dis pas plus pour pas spoiler. C'est vrai que Spielberg était pas à l'aise avec ça, alors c'est pas parce que... c'est juste qu'eux, ils voulaient pas faire d'erreur, et on le connaît Spielberg, quand il sait pas trop, ou quand il n'ose pas trop, il le fait pas. Il fait dans ce qu'il connaît. C'est pour ça que des fois, oui, on avait reproché à Spielberg de prendre en main cette histoire, qui était d'un point de vue d'une femme afro-américaine, et lui, il n'est pas une femme afro-américaine. Là, bon, c'est quand même un réalisateur, quand même. Mais il embrasse un peu plus cette cause-là, et sur le plan message global, on est plus ici sur l'émancipation féminine que les effets de racisme ou de ségrégation dans le Sud. C'est en filigrane par moment, mais vite fait. On se concentre plutôt sur le combat de survie et sur ces têtes brûlées ou ces personnalités fortes qui essayent, mais qui sont souvent étouffées par le contexte. C'est pas tout le temps très joyeux, mais alors la fin, bon j'en dis pas plus, mais la fin quand même, oh là là, on essaie de te tirer les larmes dans un pathos, mais bon. Et puis bon, il y a un truc évidemment qui fait que c'est hyper américain au-delà de la musique, comédie musicale, c'est la relation à Dieu et à la religion. Mais le roman de base l'était aussi, d'ailleurs le titre, Couleur pourpre, de Color Purple, c'est ça, c'est une citation par rapport à Dieu. Voilà, il ne faut pas passer à côté des belles choses que Dieu laisse sur votre chemin, notamment la couleur pourpre qu'il a inventée pour que tu puisses contempler les choses autour. Bon, ces petits détails comme ça. Évidemment, toutes les 5 minutes, c'est en rapport à la religion. Bah, c'est le contexte, c'est historique, c'est forcément dans les racines de ce que vivent ces gens-là dans une fiction. Oui, c'est fictionnel, mais qui pourrait être sur des formes de réalité dans ce qui est vécu, évidemment. Donc ici, mais alors, il n'y a rien qui dépasse, hein, c'est tout droit, c'est l'autoroute. Évidemment, bon, je savais très bien que le genre de film que j'allais voir, donc je l'ai vu et je l'ai ressenti de la façon que j'imaginais. Mais c'est réussi, voilà. Là-dessus, il y a un savoir-faire assez traditionnel. Les chansons sont bien, vraiment. Hein. C'est bien chanté, c'est bien interprété, c'est bien chorégraphié. Parfois presque un peu trop, en fait. Hein, et vraiment, c'est clean, quoi. C'est vrai qu'on aurait peut-être aimé que ce soit un peu plus cringe, entre guillemets, par moment, même si les scènes y sont. Mais c'est pas vraiment, voilà. C'était pas le propos. On voulait donner un peu d'espoir aussi, derrière. On voulait être dans le positif, sur une histoire quand même très dure, tragique sur le papier. Ok, c'est un choix. Ça a ses limites, ça ne sera pas le meilleur film de l'année, mais ça reste quand même très potable. Je ne saurais quelle note mettre, voilà, je pourrais mettre 6 ou 7. Après ça dépend de votre approche là-dessus, peu importe là-dessus, voilà, bah, c'est à vous de voir si vous voulez vérifier par vous-même, vous ne serez pas surpris, mais si vous voulez passer un bon petit moment où ça chante et ça danse, et que visuellement il y a quand même des effets, un peu trop, mais il y a des effets, hein, sur esthétisation, tout ça évidemment, du coup le fond, bah, voilà, hein, c'est tout droit, mais bon, il ne faut pas se bouder son plaisir de temps en temps, hein. Clairement. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir ou non, de la version originale, du bouquin aussi, si quelqu'un l'a dévoré, il faudrait bien que je m'y intéresse un jour, maintenant que j'ai vu les 2 films. Ou si vous avez vu la comédie musicale en allant aux États-Unis, peut-être, c'est possible. À vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao.